Bonjour, on se retrouve donc pour la deuxième partie de la vidéo consacrée aux frontières de l'Algérie avec le Maroc. Aborder la deuxième partie, celle qui concerne le sud. أهلا ومرحبا بكم. وقبل أن نشرع في الموضوع الجديد في هذا الفيديو أريد أن أذكر بأن في الجزء الأول والجزء الثاني كذلك ما يخص الحدود الجزائرية المغربية لم أتطرق للسلالات الحاكمة آنذاك في البلد المغرب والمغرب العربي كما كان يسمى، أي المغرب الأدنى، المغرب الأقصى والمغرب الأوسط، والمغرب الأوسط هو الجزائر، ولم أتطرق إلى مفهوم الدولة كذلك آنذاك، ولم أتطرق إلا الحدود الجزائرية الأولى يعني من ناحية الشمال. ورأينا بأن الملوية هو الذي كان الحد الأدنى ما بين البلدين وما بين الجهتين، يعني هذا نجده في كل الكتب وكل الخرائط التي عرضتها، والخرائط التي عرضتها خرائط موثقة، خرائط لمخطوطين معروفين كنيكولا سانسون، بل هي موجودة في كل الأرشيفات العالمية وخاصة منها فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، هولندا وإنجلترا، يعني من السهل الوصول إليها. عندما نتكلم على الحدود نتكلم على الحدود الشرعية الواضحة الموجودة ما بين بلدين، يعني ولا مؤرخ يركز الحدود على السلالات الموجودة التي حكمت بلد ما، لأن السلالات الحاكمة عندما تكون في l'ascension comme on dit en français تقتبس من البلدان المجاورة إليها، يعني وتغزو وتأخذ مناطق وتأخذ أراضي ليس لها، وعندما تنهدر هذه السلالات يعني فترجع المناطق والحدود إلى موقعها الأصلي. يعني لو يعني أخذنا بعين الاعتبار الحدود مع السلالات فيعني كلنا الآن إيطاليين، لأن روما والأمبير روما أو الأمبراطورية الرومانية كانت وصلت إلى المغرب الأدنى والمغرب الأقصى والمغرب الأوسط ووصلت إلى أوروبا الشمالية آنذاك. فيعني لابد علينا أن نكون حريصين عندما نتكلم على الحدود. Les dynasties régnantes ne sont pas le paramètre des frontières entre deux régions. Chaque dynastie qui arrive et qui culmine à son point le plus haut, elle agrandit son territoire en annexant des villes qui ne lui appartiennent pas. Donc on ne peut pas fixer les frontières selon les dynasties. Si tel était le cas, beaucoup de pays aujourd'hui vont être revendiqués par des empires comme l'Empire romain qui va revendiquer toute l'Afrique du Nord et toute l'Europe de l'Est et qui va dire ça c'est l'Italie aujourd'hui, ça c'est qui m'appartenait. الملاحظة الثانية تخص المؤرخين الذي ذكرتهم في الجزء الأول من الفيديو، وسأذكرهم في الجزء الثاني، وأذكرهم كذلك في عدة فيديوهات التي سأعملها في المستقبل إن شاء الله. فهم مؤرخين معروفين يعني لا جدل في ذلك. نتركز كثيرا في دراساتنا التاريخية أو في الجامعات والمعاهد المختصة بالتاريخ والآثار والجغرافيا على هؤلاء المؤرخين الذي تركوا يعني عملا عظيما. بد علينا نراجع أنفسنا إذا كان هناك نقطة استفهام فنتجه إلى هذا المؤرخين والكتب والخرائط وكل ما تركوا لنا لنتأكد من أنفسنا قبل كل شيء. Bon, nous reprenons donc notre partie concernant le sud et nous allons voir que le problème des frontières a commencé à se poser donc à partir de 1830. Donc la première partie de la vidéo, je me suis arrêtée à 1816. Là, à partir de 1830,
Donc nous avons la question des frontières du Sud surtout qui va se poser. Or, ces questions de frontières ont été traitées par justement des conventions ou des traités de paix entre la France et le Maroc. Surtout, il faut rappeler que ces traités-là étaient signés avant le protectorat français sur le Maroc. Donc, en toute conscience et bonne conscience des sultans marocains qui, avec les Français, ont essayé de tracer des frontières loin de toute légitimité algérienne, puisque les Algériens n'avaient pas un droit de regard sur leurs propres frontières. Nous avons donc le traité de Tanger qui vient en 1844, juste après la défaite des troupes marocaines devant les troupes françaises au champ de bataille d'Isli, et le traité de Lalla Mernia vient en 1845, juste avant la reddition de l'émir Abdelkader. Nous avons également le protocole de 1901, de 1902 et 1910, et on va s'arrêter à cette partie-là, ce premier traité de paix. Pour revenir au traité de Tanger, qui ne va pas encore limiter les frontières, ceci va venir dans le deuxième traité, mais dans qui se tourne ou qui est fixé surtout sur l'émir Abdelkader. Donc, comme je vous dis, je vais vous lire l'article 4 du traité de Tanger qui stipule « L'émir Abdelkader est mis hors la loi dans toute l'étendue de l'Empire du Maroc, mais aussi bien qu'en Algérie. » Donc, on voit bien le premier enjeu dans le traité de Tanger, mais dans celui de Lalla Mernia, c'est l'émir Abdelkader. Donc, la France demande au sultan marocain de lui livrer l'émir Abdelkader. Et le sultan du Maroc va obtempérer, va obéir, et il va assurer que s'il attrape l'émir Abdelkader, il va l'enfermer. Et donc, dans l'article 5, on va voir justement la question des frontières. La délimitation des frontières entre les deux possessions de Sa Majesté l'Empereur des Français et celle de Sa Majesté l'Empereur du Maroc reste fixée et convenue conformément à l'état des choses reconnu par le gouvernement marocain à l'époque de la domination des Turcs en Algérie. Pour bien comprendre cet article-là de la Convention de Lalla Mernia, donc la frontière qui vient de la Méditerranée vers le Figuig, elle reste telle, elle ne sera pas changée, elle ne sera pas touchée, elle sera respectée par les deux côtés. Donc, le problème va se poser à partir du Figuig. Et à partir du Figuig, en allant jusqu'à Hamadarir et de Hamadarir vers le Sahara occidental. Donc, ce qui nous intéresse, nous, beaucoup plus, c'est entre le Figuig et Hamadarir. Il faut donc comprendre que dans le traité de Mernia, on a partagé les frontières en 3 phases, comme on vient de le dire. Donc, la première phase, Méditerranée-Figuig, après Figuig-Hamadarir, après Hamadarir, donc le Sahara occidental. Donc, nous avons basé sur les cartes géographiques pour voir la transformation justement des frontières. Nous voyons les Tigourarines, donc le Touat, le Gourara, le Titkelt, qui sont sur le territoire algérien, donc sur le territoire de El Maghreb al-Awsat, pour être plus précise. Nous passons à une deuxième carte, elle est du 16e siècle du Maroc. Donc les royaumes du Maroc, pour être plus précise, c'était le royaume de Fès et le royaume de Marrakech. Ils ne seront unifiés que beaucoup plus tard. Donc, sur cette carte, on vient bien la délimitation des deux royaumes. On voit le Sijel Massa, donc plus bas, l'Algérie. On voit bien qu'il n'y a ni Sahara occidental, ni Sahara oriental qui sont rattachés
aux deux royaumes, celui de Fès ou de Marrakech. Et pour le sud, qui pose beaucoup de problèmes, les Français et les Marocains se sont entendus pour justement ne pas mettre des frontières de ce côté-là. Dans ce traité de la Lamarnia, dans l'article 6, justement, je vais vous lire ce qui est écrit. Quant au pays qui est au sud d'Exour, des deux gouvernements, donc marocains et français, comme il n'a pas d'eau, qu'il est inhabitable et que c'est le désert proprement dit, la démilitation en serait superflue. Or, si nous revenons aux cartes géographiques de l'époque du Moyen-Âge, le Grand Sahara ou le Sahara dépend toujours de l'Algérie. Il n'y a jamais eu de frontière entre le nord et le sud comme on le voit sur les cartes. On voit les frontières du Maroc, on voit les frontières de la Tunisie, mais on ne voit pas entre l'Algérie du nord et l'Algérie du sud des frontières. Et les cartographes que nous allons voir, ou les cartes que nous allons voir, justement, nous allons se fixer sur ce qui a posé problème, donc Tafilet et le Figuig, ça avant d'arriver à Béchar et à Tindouf, qui c'est un autre point aussi. Nous voyons bien que le Figuig et le Tafilet font partie des territoires algériens. De tous les traités, donc du premier, de celui de Tanger, de la Lamarnia, et on arrive justement au traité 1901, 1902, 1910, où le Sahara pose toujours problème, où le Sud pose toujours problème pour les Français et pour les Marocains. Et ça, on le voit très bien dans les articles des traités où il dit qu'il faut laisser la liberté aux tribus de choisir où elles voudront habiter. Et ça, on parle des tribus nomades, parfois qui traversaient les deux régions, qui s'installaient à gauche ou s'installaient à droite. On demande aux deux gouvernements de leur laisser la liberté de choisir leur lieu de résidence. Donc, il faut bien préciser qu'il y a quand même une limitation du territoire, non seulement des frontières qui sont naturelles, mais aussi limitation des frontières par rapport à la population. Et ça, les historiens de l'époque, malgré que certains disent qu'il y a une symbiose entre les tribus, il y a quand même une différence qui est palpable et qui est relevée par les historiens qui se distinguent par les personnes, par les tribus, par leurs habitudes, par leur mode de vie, par leur culture, qui se différencient les unes des autres. Si on se base sur les historiens de l'époque et bien d'autres, on voit que la France n'a accepté de revoir les frontières qu'à la seule condition qu'on lui livre l'émir Abdelkader. Ça, c'était l'enjeu principal, de revoir les frontières. Et d'autre part, après justement la reddition de l'émir Abdelkader, c'est ce qui s'était passé. Cette trahison du sultan marocain justement a mis fin à la révolte de l'émir Abdelkader, malheureusement, qui s'était retrouvé vraiment coincé et pris en feu entre deux troupes, les marocaines et les troupes françaises. Il ne lui restait que 28 cavaliers, et après les avoir interceptés et arrêtés, ce qui est très malheureux, c'est que les tribus qui avaient soutenu l'émir à cette époque-là furent décimées par les troupes marocaines, il faut le dire, et c'est à ce moment-là que les terres qui leur appartenaient leur ont été destituées. Donc, je vous laisse cet article de presse qui est de l'époque, justement. C'est un article qui est paru le 17 décembre 1847 dans la presse suisse. Donc, c'est une presse qui est loin de l'Algérie, loin du Maroc et loin de la France. Je vous mets justement le texte afin de le lire, afin de voir ce qui est arrivé à l'émir réellement après l'avoir vendu aux Français.
Je vous mets notamment le lien de la revue afin de voir de vos propres yeux sur leur site l'article en entier. D'ailleurs, il faut bien comprendre pourquoi je me réfère à ces traités-là. C'est parce qu'à partir de ces traités-là que nous allons avoir les nouvelles frontières entre le Maroc et l'Algérie. Nous allons voir les cartes, nous allons voir surtout les cartes de l'Empire marocain, donc voir ces frontières avant l'occupation française. Et que si on observe bien cette carte qui représente l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, donc le Maroc en vert, après les traités de paix entre la France et le Maroc de 1844 à 1910, on voit très bien comment le Maroc s'est agrandi considérablement en piétinant sur des terres algériennes. Donc si je me rapproche un peu, là, donc on va voir où se retrouve le Figuig. Donc on voit ici le Figuig, on voit aussi là les Tafila qui étaient dans la partie algérienne puisque la frontière du Maroc, elle était ici. Évidemment, on se pose la question à quel moment des territoires algériens se sont retrouvés sur la carte marocaine. Et je suis désolée de vous le dire, et vous pouvez le vérifier par vous-même, mais c'est encore une fois, ce n'est pas mon invention, c'est l'histoire écrite qui le dit, c'est les historiens de l'époque qui le disent, que le Figuig était du côté algérien et Tafilet aussi, et à quel moment justement se pose ce problème-là. Donc quand on revient au traité de paix entre le Maroc et la France de 1901, donc on voit très bien cet article-là qui résume à peu près la situation. Donc dans son article premier du protocole qui a été signé en 1901, entre Théophile Delcassé, qui était Premier ministre des Affaires étrangères françaises, et entre Abdelkrim Ben Slimane du côté marocain. Donc, dans cet article-là, on lit « L'autorité chérifienne sera consolidée entre la Méditerranée et Figuig, avec le concours de la France. Le royaume aidera la France à asseoir le sien au Sahara. » Et malheureusement, l'Algérie a perdu beaucoup de terres et je vous renvoie toujours aux cartes et aux traités pour bien comprendre les enjeux. Donc, cette histoire de la France qui appuie le Maroc, qui lui prête aide et qui lui octroie des terres ou de la protection pour l'aider justement à lutter contre la révolution française, algérienne plutôt, les révoltes, puisqu'à cette époque-là, le début de la colonisation, nous ne sommes pas encore dans une révolution, nous sommes dans des insurrections, nous sommes dans des révoltes, même au Sahara, même au sud. Des Algériens du sud se sont battus avec leurs tribus contre les Français. Quand on voit ce qui est arrivé à beaucoup, comme le Dahra, des tribus entières ont été enfumées, vivantes, par les troupes françaises, on se pose beaucoup de questions justement. Si ce territoire ne m'appartenait pas, pourquoi est-ce que j'irais lutter pour le récupérer? Ces territoires, s'ils appartenaient au Maroc, ils n'auraient pas figuré sur les deals des traités qu'on voit entre la France et le Maroc. Maintenant, on sait clair que les frontières entre l'Algérie et le Maroc n'ont pas été touchées, comme je l'ai dit, de la Méditerranée au Figuig, ils ont gardé les mêmes qu'il y avait au Moyen-Âge. Les frontières ont changé à partir des Figuig vers le sud et il faudrait revoir les cartes, les anciennes, pour voir un petit peu comment les frontières ont changé, et ils ont changé au profit du Maroc et non pas au profit de l'Algérie, comme certains le pensent. Il ne faut pas hésiter à aller consulter les archives, les historiens crédibles, surtout, bien comprendre la situation.
Je vous remercie d'avoir suivi cette deuxième vidéo et surtout je voudrais remercier les nombreuses personnes qui se sont jointes à moi, qui ont visionné la vidéo, qui m'ont laissé des commentaires, certaines propositions et je parlerai beaucoup d'autres sujets dans des prochaines vidéos, mais je m'intéresse beaucoup plus à des zones d'ombre plutôt qu'à une histoire généralisée. Je vais surtout dire que ce qui m'intéresse le plus, c'est l'histoire de l'Algérie, pas plus. Donc, à la prochaine, Inch'Allah.